On va tout de suite partir écouter Donald Trump qui s'exprime depuis la Maison-Blanche. On l'a soutenu dès que j'ai entendu qu'il était candidat. Il a été excellent Premier ministre et il fait toujours un très bon travail. Et c'est quoi qui est plus difficile? Premier ministre des Pays-Bas? Ouais, c'est assez difficile. Alors ça, celui que j'ai là est assez difficile. C'est assez difficile. Quoi qu'il en soit, vous vous en sortez très bien. Nous allons échanger sur différents sujets aujourd'hui. D'abord, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. À ce stade, nous avons des envoyés en Russie, Steve Witkoff et d'autres, qui parlent avec les Russes. Ils sont engagés dans des discussions très sérieuses. Comme vous le savez, l'Ukraine a accepté une proposition de cessez-le-feu. Nous espérons que la Russie le fera aussi. Des milliers de personnes meurent chaque jour. Des jeunes, plusieurs milliers par semaine, et nous voulons que ça cesse. Ils ne sont pas américains, ils ne sont pas non plus néerlandais, pour la plupart d'entre eux, n'est-ce pas? Ils sont russes, ils sont ukrainiens. Ce sont des gens, ce sont des garçons dont nous voulons qu'ils ne meurent plus. C'est un coût également important pour les États-Unis, pour d'autres pays. C'est une chose qui ne se serait jamais produite si j'avais été président, et ça me met très en colère de voir que cette guerre a éclaté. Bon, cette guerre a commencé, il faut y mettre maintenant un terme. Marc a vraiment fait un très bon travail depuis quelques semaines, on a travaillé ensemble et j'en suis très heureux. Nous allons également échanger sur le commerce ainsi qu'un certain nombre d'autres dossiers. Nous allons avoir une journée bien remplie, il y aura le déjeuner de travail, je vous retrouverai après. Marc, est-ce que vous voulez prendre position? D'abord, Monsieur le Président, merci infiniment pour votre accueil. Merci de prendre le temps. Merci pour notre appel il y a quelques semaines. Trump, 45e président des États-Unis, a lancé une série d'investissements et a demandé aux Européens d'en faire davantage, ce qui a été fait. Notamment, et le 47e président des États-Unis, maintenant, pousse les Européens à investir jusqu'à 800 milliards d'euros, pour les Allemands jusqu'à 500 milliards. Donc vous avez entendu aussi les déclarations du Premier ministre britannique, beaucoup de déclarations qui vont dans ce sens. On n'y est peut-être pas encore, mais on va travailler ensemble avec vous pour faire en sorte que l'OTAN soit bien intégrée sous votre leadership. Et nous allons dans ce sens-là. Nous allons également échanger sur la production d'armements, et on voit qu'on est en retard par rapport aux Russes et aux Chinois. Vous avez une énorme base industrielle de défense, vous en avance, c'est une très bonne chose, vous avez une industrie de défense forte, mais il faut faire encore davantage. Et il faut conserver cette avance. Et puis l'Ukraine, bien sûr. Il faut que le massacre cesse, il faut que les villes ne soient plus bombardées, vous avez pris des initiatives, vous avez eu un certain nombre de discussions très fructueuses en Arabie Saoudite avec les Ukrainiens, je vous en félicite. Voilà. Donc jusqu'à l'été, on va continuer à travailler ensemble, jusqu'au prochain sommet de l'OTAN. Et voilà, vous allez vraiment contribuer à projeter la puissance américaine sur la scène internationale. Alors, lors de notre première rencontre à l'OTAN, eh bien, il n'y avait que 7 pays qui payaient à l'époque ce qu'ils devaient payer. Voilà, donc un nombre très limité de pays qui payaient leurs contributions. Voilà, et encore ils étaient à 2%, ce qui en soi n'est pas suffisant. La Pologne faisait davantage. J'étais très impressionné. Les Polonais ont vraiment beaucoup investi. En tout cas, un certain nombre de pays n'investissaient pas assez. Et à l'époque,
l'époque, j'avais décidé d'en parler, puis j'en ai reparlé. J'en ai parlé aux rencontres d'après. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait plus s'occuper d'eux si les investissements n'étaient pas faits. Et puis, les investissements ont eu lieu grâce à nos actions, en travaillant avec un certain nombre d'acteurs, y compris avec Marc. Nous avons avancé dans ce sens-là. Et je crois qu'un certain nombre de présidents américains avaient négligé cette question, ce n'a pas été mon cas. Donc des investissements ont été faits. Peut-être que c'était 7 pays, peut-être que c'est 3, je ne sais plus, sur ceux qui atteignaient les 2%. Mais moi je disais non, si vous êtes en infraction vis-à-vis de cette règle de 2%, pourquoi est-ce qu'on vous protégerait? Pourquoi est-ce qu'on ferait cet effort pour vous? Et une fois que j'ai dit ça, j'ai été pris sous le feu des critiques de la presse, mais l'argent a fini par arriver, des milliards et des milliards, des centaines de milliards de dollars ont été investis dans l'OTAN, et l'OTAN est devenue plus forte, vous vous en rappelez. Votre prédécesseur également était un type exceptionnel, Jens Stoltenberg, voilà, ancien secrétaire général de l'OTAN. Donc, il a fait une déclaration disant « Trump est arrivé et l'argent est arrivé comme jamais ». Des centaines de milliards, donc à l'époque, pour l'équivalent de 600 milliards de dollars, et l'OTAN en a été fortement renforcé. Et il faut continuer à avancer dans ce sens-là. Et on va revenir maintenant à une vie peut-être un peu plus normale. Les choses vont peut-être s'améliorer aussi du côté de la Russie. Des discussions sérieuses, en tout cas, sont en cours avec le président Poutine, avec d'autres acteurs côté russe. Nous espérons que tout le monde soit sur la même ligne et que tout le monde veuille mettre fin au cauchemar. Je vois des images des champs de bataille chaque semaine. Personne ne veut voir ce qu'il y a sur ces images. C'est absolument épouvantable. Des jeunes gens, des garçons qui sont morts sur ces champs de bataille. Ce sont tous des jeunes, avec des mères, des pères, des amis. Voilà, il faut vraiment que ça s'arrête. Donc nous espérons continuer à avancer avec ces idées, savoir où on en est. Nous avons eu des signaux positifs côté russe, nous attendons la suite et nous espérons que les Russes prendront la bonne décision. On parle ici d'humanité. Mais puis il y a les aspects financiers, des centaines de milliards de dollars qui sont dépensés, gaspillés en vérité de manière complètement inutile dans cette guerre. C'est un honneur que de vous avoir auprès de moi. Je suis très heureux que vous soyez à mes côtés. Jens Stoltenberg, c'est un homme d'une grande qualité qui a fait un très bon travail. Je vous ai soutenu et il y avait d'autres personnes que je l'aimais moins. C'est vous que j'ai soutenu. Vous savez de quoi je parle. Mais je vous ai soutenu. J'ai dit voilà, c'est cet homme-là que je veux à ce poste. En plus, vous avez été un excellent ministre des Pays-Bas et vous continuez à travailler. C'est un grand honneur d'avoir cette délégation. On a aussi les représentants du secteur énergétique, les gouverneurs. Peut-être que vous connaissez Chris, l'un des hommes qui a le plus de talent dans le secteur de l'énergie. Mon général, vous avez aussi fait très bon travail, merci beaucoup. Voilà, donc une très bonne équipe. Donc, des gens qui voulaient participer à nos échanges et je pense qu'on va bien travailler. Bien, je suis disposé à répondre à vos questions. Voilà, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, conférence de presse commune de Donald Trump et de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. On écoute encore une réponse de Donald Trump aux journalistes. On n'a pas fait ça dans l'obscurité. On a parlé du territoire ukrainien, de morceaux du territoire ukrainien qui seraient perdus et acquis. Tout ça doit ensuite être repris dans un accord final. Il y a aussi ce qui concerne l'aspect des centrales électriques, qui reçoit tel ou tel. C'est un processus difficile, mais le premier pas, qu'est-ce que c'est? C'est le cessez-le-feu. Il y a déjà beaucoup de sujets individuels qui ont été évoqués.
Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça mène quelque part. Voilà ce que vous pouvez obtenir sur tel ou tel dossier individuel. Il y a aussi, bien sûr, le dossier OTAN. Et vous savez ce que ça signifie pour les Russes depuis 40 ans. Un certain nombre de détails de l'accord final ont déjà été évoqués et discutés. Maintenant, attendons de voir. Voyons voir si les Russes sont au rendez-vous. Sinon, ce sera vraiment très décevant pour le monde. Le président russe a dit qu'il était d'accord avec le cessez-le-feu, mais qu'il avait des réserves. Est-ce que vous envisagez, Monsieur le Président, de lui parler prochainement? Effectivement, c'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui, c'est très prometteur, parce qu'il y a eu d'autres déclarations côté russe, et on ne sait pas si c'est des déclarations qu'ils font au nom de leur pays ou pas, si ce sont des opinions, quoi qu'il en soit. Le président russe a fait une déclaration prometteuse mais incomplète. Donc il faudra lui reparler. Encore une fois, des gens meurent tous les jours. Voilà, au moment même où on est en train de se parler, il y a 2, 3 personnes qui vont perdre la vie durant cet entretien. Il y a des milliers d'hommes qui sont tués chaque semaine. Il faut qu'on y arrive et qu'on y arrive rapidement. Je ne pense pas que ça devrait être trop compliqué. Monsieur le Président, des représentants canadiens vont rencontrer des ministres de votre administration cette semaine sur les tarifs. Voilà donc pour cette prise de parole du président Trump à propos de cet accord qui a été proposé à Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Il a redit que si M. Poutine ne l'acceptait pas, ce serait très décevant. Les choses sont prometteuses, mais il a fait une déclaration incomplète. Le dernier a dit Donald Trump. Il ne s'avance pas. On voit pour l'instant qu'on reste dans le statu quo entre les deux chefs d'État. Et c'est vrai qu'il y a des réponses très floues, là, pour le coup, de Donald Trump à ce qu'a dit Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a posé même des questions. Donald Trump aurait pu y répondre. Peut-être a-t-il besoin de plus de temps, mais ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit juste avant Donald Trump. Et ce qui est intéressant, c'est cette image où vous avez Donald Trump et à côté le secrétaire général de l'OTAN. Si on se souvient des déclarations de Donald Trump pendant l'élection présidentielle américaine, il menaçait tout simplement que l'Amérique quitte l'OTAN, sorte de cette organisation, parce qu'un certain nombre de pays ne payaient pas assez. Lui avait exigé à ce que tous les pays membres de l'OTAN portent leur effort de défense à hauteur de 2% du PIB. Et donc c'est une forme. Là, Donald Trump est en train d'expliquer au secrétaire général de l'OTAN, qu'il a obtenu gain de cause et qu'il est plutôt satisfait. Oui, donc ils sont en train de se congratuler tous les deux, c'est très bien. Mais il y a une phrase que je trouve intéressante, c'est que Donald Trump vient de fixer un nouveau défi à tous les pays de l'OTAN. Il dit en fait 2%, c'est pas suffisant. Maintenant, il faut aller plus loin. Et donc, je pense que voilà, c'est la nouvelle marche. 2%, c'était le minimum. Et alors, c'était le minimum, mais c'était considéré comme quelque chose de satisfaisant à l'époque. Donc voilà, c'était 3%. C'était 3%. Comment ? Ah non, c'était 2%. Il a toujours trouvé que 2%, ça ne suffisait pas. Non, il a toujours dit qu'il fallait plus. Ah oui, toujours. Olivier Babot, vous nous avez rejoint. Je ne voudrais pas vous contredire. On voit que les enjeux économiques sont au cœur, évidemment, de la stratégie de Donald Trump aussi. On se rend compte ce qu'on savait, qu'on n'aurait pas dû oublier, que dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, pour faire face aux défis, alors c'est vrai pour la transition écologique, c'est vrai pour demain la dépendance, mais encore plus la défense et la souveraineté, dans le monde d'aujourd'hui, il faut être riche. Et pour être riche, il faut travailler plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le temps de travail par habitant soit plus élevé. En France, il est très bas par rapport à ailleurs. Il n'y a pas de secret. La richesse d'une nation, c'est la somme des heures travaillées, des valeurs ajoutées qui y sont faites. Ça s'appelle même le PIB. C'est même sa définition. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il va y avoir beaucoup de choses à payer pour être libre. Et il faut se souvenir de la phrase de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. Il faut choisir, se reposer ou être libre. Eugénie Bastier. Non, mais c'est exactement le dilemme. Aujourd'hui, on a un dilemme qui va s'ouvrir entre le régalien et le social. Et je trouve qu'Emmanuel Macron n'a pas posé les termes du débat de façon très claire, puisqu'il dit 800 milliards d'augmentation de la défense, mais il ne dit pas comment il va la financer. Il dit 100 surtout milliards. pas. 100 milliards. Oui, pardon, 100 milliards. 800 milliards, c'est au niveau européen. Oui, niveau européen. Mais comment il fait entendre que ce choix sera indolore pour les Français, qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il n'y aura pas non plus de réduction apparemment du périmètre de l'État. Donc on ne sait pas très bien comment on va trouver cet argent. Et je pense que c'est mentir aux Français de leur dire qu'on peut à la fois être puissant, se réarmer, être à 5% et ne pas travailler plus, ne pas avoir des problèmes, de garder les mêmes niveaux de pension, en tout cas de continuer à indexer les pensions sur l'inflation et garder notre modèle social de façon totalement inchangée. Et c'est lunaire qu'on fasse un conclave sur les retraites alors qu'on est en train de discuter sur les 5%. Il n'y a plus personne autour de la table. Oui, d'accord. Il est quand même... Il n'y a plus personne.
dire, la guerre en Ukraine existait quand on a commencé à décider de se conclure sur les retraites. Et que la moitié du spectre politique français, l'extrême gauche et Marine Le Pen, le Rassemblement national, soit pour le retour à la retraite à 62 ans, c'est absolument lunaire dans les conditions dans lesquelles on vit. Juste pourquoi Donald Trump veut que les pays investissent plus dans leur armement? Parce que pour qu'ils achètent américains et pour donc faire du business une nouvelle fois. Là, on ne comprend pas Donald Trump si on ne le regarde pas à chaque fois par le prisme du businessman. C'est pour ça qu'il veut la paix entre les Ukrainiens et la Russie, pour faire du gros business avec la Russie et les décrocher de la Chine. Nous, il nous menace tous les 4 matins. Alors maintenant, c'est 200% de hausse de taxes douanières sur notre champagne et notre vin si on continue à taxer le whisky américain. Donc c'est toujours pareil. Il fait du business et donc pourquoi il veut que les Européens, globalement les alliés de l'OTAN, investissent plus dans l'armement? Tout simplement pour qu'ils achètent des avions américains. Et donc on va avoir un problème le jour où on décidera en Europe, et parce que il faut sans doute le faire, qu'il faut acheter européen pour ne plus être définitivement dépendant des Américains, parce que c'est bien beau d'acheter de l'équipement américain. À chaque fois que vous utilisez ne serait-ce qu'une de leurs munitions, il faut appeler la Maison Blanche pour être sûr qu'on a le droit de l'utiliser. C'est quand même un souci. C'est du business, tout ça. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, nous, plutôt que d'avoir la position, toujours, peut-être c'est bien de l'avoir de temps en temps, mais la position du donneur de leçons, on devrait peut-être de temps en temps avoir la position business, c'est-à-dire avoir une forme de réalisme qui fait qu'on essaie de penser à nos intérêts et puis à notre indépendance et aux conditions qui peuvent faire notre indépendance française et européenne. On a sans doute été un petit peu naïf. Le réveil est difficile. Il est d'autant plus difficile que, vous savez ce que disait Kennedy, il faut réparer son toit quand il fait beau. Bon, on n'a rien réparé du tout. Maintenant que la tornade arrive, évidemment, c'est un peu tard. On était déjà à l'impasse budgétaire avant ces problèmes. Et maintenant, on se rend compte que la facture vient d'augmenter d'à peu près 60 milliards. C'est-à-dire qu'il faut probablement qu'on passe à 3,5 du PIB en pourcentage de la défense en pourcentage du PIB. C'est absolument énorme. En réalité, on ne savait déjà pas avant comment équilibrer notre budget et comment arriver à sortir des 5-6% de déficit. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Alors effectivement, discuter du retour à 62 ans ou 60 ans, là, comme le disait d'ailleurs le président du corps, Gilbert Sett, ça devient dérisoire. Centre d'orientation des retraites. Le titre de votre livre, c'est L'ère de la flemme aux éditions Buchet-Chastel. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il va falloir travailler plus, de toute façon, que cet effort de réarmement au plan national va passer par du travail supplémentaire. Il y a un lien très fort entre ce que je décris dans le livre, c'est-à-dire une espèce d'affaissement civilisationnel qui concerne en fait avant tout l'Occident, mais beaucoup la France et l'Europe, c'est-à-dire lié au fait qu'on a perdu le rapport ancestral, le rapport multimillénaire qu'on avait à l'effort, c'est-à-dire à l'idée de la mise à distance du plaisir, qui n'allait pas être un plaisir immédiat, mais un plaisir qu'on allait capitaliser, on allait épargner, on allait se donner de la peine. Pour avoir quoi ? Un plaisir, une satisfaction, quelque chose de plus élevé plus tard. C'est évidemment la fin des grandes morales du sacrifice de soi, les morales transcendantes, on allait travailler, la souffrance était rédemptrice, expiatrice. Tout ça c'est fini, on est dans une société hédoniste, mais malheureusement un hédonisme surtout individualiste et à courte vue, qui fait que c'est pas seulement qu'on fait moins de travail, c'est aussi la société du tout de suite, la société de la livraison à domicile, de la sédentarité. Qui sort à la société du réel. Et quand arrive la guerre avec des gens qui eux sont extrêmement déterminés, là évidemment ça fait très bien. Et en plus on s'est habitué à un État qui est le matelas de toutes les crises, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous demande un effort ou un sacrifice, l'État est derrière pour combler cet effort qu'il demande. Regardez, au début de la guerre, les sanctions contre la Russie ont provoqué une augmentation des tarifs de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'État est venu derrière compenser cette augmentation. Donc les Français, effectivement, n'ont pas véritablement senti le coût de la guerre, même si évidemment il y a eu de l'inflation, mais elle a été vraiment contrôlée par rapport à ce qu'elle aurait pu être si véritablement l'État n'avait pas été l'assureur de ces coûts. Et là, je pense qu'on voit énormément de Français qui soutiennent l'effort annoncé par Emmanuel Macron, qui soutiennent l'effort de guerre, qui disent qu'ils sont favorables. Est-ce qu'ils ont véritablement conscience que ça va avoir un coût et un sacrifice qui ne sera pas seulement humain, c'est pas seulement s'engager sur le champ de bataille, mais un sacrifice sur les acquis sociaux pécuniers, y compris dans le porte-monnaie, ça va toucher le porte-monnaie, l'épargne peut-être demain. Je ne suis pas sûre que les Français aient vraiment conscience. Catherine Ney ? Oui, je crois qu'on ne peut pas réarmer un pays en télétravail, quoi. Mais je crois aussi que là, on dit se réarmer, mais quoi faire ? 100 milliards pour mettre où ? Et je crois que depuis 2017, il n'y a pas eu de livre blanc de la défense, comme le dernier que le président l'avait donné à Arnaud Danjean. Comment ? Il y a eu des revues stratégiques. Oui, mais qui n'ont pas le même poids et qui n'ont pas le même engagement politique, en tous les cas, où on voit bien dans les revues stratégiques ce qu'on pourrait... les urgences, enfin... les actualisations. Mais là, ça n'a pas... et je pense que
admettons qu'on veuille... je crois qu'il faudra du temps pour savoir quelle priorité, parce qu'on ne peut pas tout faire, même avec 100 milliards. Et les choix ne sont pas faits. Non. Et donc, les choix ne sont pas faits. Et quand on a dit que Trump que c'est Poutine qui est le maître de l'horloge, mais il faut dire aussi que dans 2 ans, le président Macron ne sera plus là, vous voyez. Donc il a 2 ans pour essayer d'imprimer sa marque. Bien sûr, c'est très court. Olivier Babot, rapidement, un peu de recul. L'État-providence, dont le principe très louable est celui d'une forme de filet de sécurité qui va aider les plus démunis, aider les gens qui ont le plus de difficultés, c'est formidable, c'est mieux en État édredon. L'État édredon, c'est exactement ce que tu disais, hein, c'est l'État qui va se donner pour tâche d'amortir tous les malheurs, y compris extérieurs et internationaux, tous les chocs. Inflation, chaque inflation. Difficulté, hop, allez, on met de l'argent qui n'est jamais la dette, qui n'est jamais que de l'impôt différé, et avec toute cette idée que rien ne doit plus heurter la population, et ça concourt et ça participe de cette civilisation un peu où nous sommes anesthésiés, en fait, alors que la plupart des autres vivent dans un monde très très différent, et quand on se rencontre, évidemment, il y a un effet de différence qui est assez violent. Ça fausse le choix des Français, parce qu'effectivement, quand on ne paye pas vraiment le prix de ces décisions, je pense que les choix sont différents. Est-ce que les Français seraient autant favorables à le réarmement, à la guerre, etc., s'il y avait un coût, effectivement, ou si c'était pas juste... Mais attendez, on nous a annoncé que l'épargne des Français serait mobilisée. Oui, pour le moment, il n'y a rien de concret. Le ministre de l'économie l'a dit très clairement. Éric Lombard l'a dit hier au Sénat, l'épargne des Français... Dans des livrets qui rapportent... Oui, bien, ce qui est amusant, c'est que c'est exactement comme ça. C'est pas confisqué. C'est la même chose, parce que... C'est de l'incitation sur des livrets qui vont... délivrer des taux d'intérêt. Comme le livret A. Ça coûtait très cher. C'est pas tout ça en même temps. Allez-y, monsieur Lebret. À l'État. Mais pareil, c'est pas de l'argent, c'est pas de l'argent. Pas les mouches avec du vinaigre, donc il faudra le... Éric Lombard doit faire des annonces fin mars. Hier, il a simplement dit que l'épargne des Français serait mobilisée. Après, quelle idée il a derrière la tête? Effectivement, on ne va pas aller en banque prendre l'épargne des Français et leur voler. C'est des réorientations, des placements qui ne seront absolument pas intéressants. Et ça doit être annoncé. Et ça doit être annoncé donc par le ministre de l'économie et des finances à la fin du mois de mars. Mais il n'empêche qu'il a fait peur à tout le monde. Il n'empêche qu'on n'est pas fichu dans ce pays de faire 1 euro d'économie. On ne veut pas plus d'impôts. Encore heureux, vu déjà ce que les Français en payent. Mais alors, travailler plus, on a un conclave pour travailler moins en ce moment. Et ben oui, bien sûr, c'est ce qui se passe. Et sur les budgets qui se sont succédés, on a eu la chance d'avoir 2 budgets débattus à l'Assemblée nationale en peu de temps. L'un censuré, l'autre adopté. Bon, Michel Barnier et François Bayrou, ils ont un point commun. Pas une manne d'économie. C'est-à-dire qu'il y a un rapport sur le CESE qui vient de paraître, Conseil économique, social et environnemental, qui ne sert à rien, qui coûte une fortune. Le Haut Commissariat au Plan, François Bayrou s'en va, on pouvait espérer qu'on le supprime. Non, on trouve Clément Beaune, qui était tombé en disgrâce sur la loi immigration il y a quelques mois, et qu'on replace là. Donc voilà, on ne s'en sort pas. 60% du PIB, c'est la dépense sociale, et un quart du PIB, bien sûr. Et je ne vous parle même pas des retraites. Je vous parle même pas des retraites, parce que là, on va se rejoindre Eugénie Bastier, et on va prendre ensuite un shitstorm sur les réseaux sociaux. Mais Michel Barnier est quand même tombé pour une revalorisation des retraites, alors qu'il y en avait eu une il y a quelques mois auparavant. Et on peut se poser la question de savoir s'il fallait revaloriser à 100% de l'inflation. Monsieur Nolot. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup les choses là, qui sont des hypothèses vont arriver? Vous êtes dans un pays, il y a l'État édredon, Eugénie parlait du conflit entre le régalien et le social, tout d'un coup on change tous les paramètres. Comment vous pensez que ça peut se passer? Il y a 2 hypothèses, soit un effondrement plus rapide et une forme d'occupation, de suggestion, de domination. Hein. C'est-à-dire qu'après les 30 paresseuses, puis après les 30 glorieuses et les 30 piteuses de Nicolas Bavrez, il y a les 30 paresseuses qui se finissent très mal, parce que quand tu es paresseux, évidemment, il y en a d'autres qui en profitent. Et puis l'autre hypothèse, c'est une forme de sursaut, c'est-à-dire peut-être qu'on va enfin en profiter en disant tiens, mais c'est vrai qu'il faut qu'on réforme très profondément notre système social, c'est vrai qu'il faut qu'on augmente le taux d'emploi, notamment des plus âgés, parce que c'est ça qui fait qu'on a un déficit énorme, qu'on réfléchisse à notre système de retraite, qu'on le réforme enfin, qu'on mette de la retraite par capitalisation, comme on aurait dû le faire il y a plus de 30 ans. Voilà, peut-être que toutes ces réflexions, elles vont avoir lieu, mais c'est vrai que pour l'instant, le conclave, il y a plutôt dans le sens opposé, donc c'est un petit peu... C'est ça, Catherine. Moi, je crois que depuis que je suis journaliste, on entend ce discours-là. Voilà ce qu'il faudrait faire et qui n'est pas fait. Et c'est vrai de l'entendre aujourd'hui, on est encore plus assommé par l'ampleur de la tâche, parce ça n'arrivera jamais, parce qu'on est dans les conditions les plus mauvaises, puisqu'il n'y a aucun grain à moudre, quoi. C'est ça. On est dans une situation extrême. Mais ce qui est terrible, c'est que si on était dans une autre configuration politique, éventuellement un sursaut est possible et peut être mis en œuvre. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, incapacité totale. Vous avez une Assemblée nationale avec laquelle vous ne pouvez rien faire, sauf à passer au forceps avec des 49.3. Tout est gelé, tout est sclérosé.
Moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très pessimiste dans ce qu'on est en train de vivre. Et en face, on a des pays qui mettent le turbo. Je pense aux États-Unis, la Chine. Et là, dans la compétition internationale, on n'est pas. Les citoyens n'ont pas le choix, là. Oui, aux États-Unis, si, un peu quand même. Encore. Non, mais ce qui est sûr, c'est que la guerre, c'est du sang et des larmes. C'est pas les 35 heures et la retraite à 62 ans. Et qu'on ne peut pas promettre le réarmement, la guerre, et ne pas demander un sacrifice ou des efforts à Français. C'est leur mentir. C'est vraiment du mensonge. C'est du mensonge. D'ailleurs, Catherine nous faisait remarquer pendant l'allocution de Donald Trump qu'il parle très régulièrement des morts sur le front. Et il a dit, j'ai des images qui me parviennent de ce qui se passe entre les Russes et les Ukrainiens et de ces jeunes hommes qui meurent tous les jours. Ils meurent pendant qu'on parle avec Mark Rutte dans le bureau Oval. C'est vrai que c'est une guerre qu'on ne voit pas. On a très peu d'images qui nous parviennent de cette guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Donc il est président des États-Unis. Évidemment, il a accès à des images que nous ne verrons sans doute jamais. Et on voit comme ça le travail. Parce que c'est aussi comme ça qui est en jeu. Je vois bien tous ceux qui se moquent de Donald Trump parce qu'il réclame la paix, mais qu'ils n'oublient pas qu'à chaque fois qu'ils font des tweets ou des messages contre ceux qui réclament la paix, il y a des jeunes hommes qui meurent. Merci beaucoup, Olivier Babot, l'heure de la flemme. Se moque complètement. Éperdument. Absolument. Merci à vous, Olivier Babot, l'heure de la flemme chez Bûcher-Chastel. Merci à vous tous, Louis, Eugénie, Eric, Catherine et Gauthier. 100% politique à 21h. Absolument. Merci. Avec un menu varié et complet. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info et Pierre Devineau sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.